Madame la présidente de la Commission des affaires économiques, cher Dominique Estrosi Sassone, monsieur le président de la délégation aux entreprises, cher Olivier Rittmann, monsieur le président du Conseil, mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin monsieur Enrico Letta, ancien président du Conseil italien, aujourd'hui membre de la Chambre des députés d'Italie, où il siège au sein de la Commission en charge des politiques de l'Union européenne. Monsieur Letta est également le président de l'Institut Jacques Delors, think tank influent sur la scène européenne. Monsieur le Président du Conseil, vous avez remis au Conseil européen, lors de sa dernière réunion extraordinaire des 17 et 18 avril dernier, un rapport que les chefs d'État ou de gouvernement vous avaient commandé sur l'avenir du marché intérieur, le fameux rapport Letta. Ce rapport, dont le titre peut se traduire en français par « bien plus qu'un marché », a vocation à inspirer la nouvelle Commission européenne au même titre que les rapports rendus ensuite par messieurs Mario Draghi et Sauli Niinisto. Vous analysez en profondeur l'un des éléments fondateurs et centraux de la construction de l'Union européenne, qui est aussi l'un de ses atouts essentiels, le marché unique. Vous relevez qu'il reste une pierre angulaire de l'intégration et des valeurs européennes, mais vous soulignez le profond changement de contexte intervenu ces dernières années. Guerre en Ukraine, avancées technologiques rapides qui sont au cœur des transitions numériques et écologiques, accroissement de la compétition économique mondiale dans un monde qui se fragmente, y compris sur le plan commercial, et j'ajouterai les défis politiques d'aujourd'hui, suite à ce qui s'est passé en France hier soir. Autant de ruptures qui, selon vous, nous imposent de développer un nouveau marché unique inscrit dans le monde d'aujourd'hui pour éviter que l'Europe ne décroche, qu'elle soit durablement dépendante d'États tiers pour ses technologies et son innovation. L'enjeu est majeur. Pour faire face à cette situation, vous avancez des propositions fortes. Disons-le franchement, toutes ne vont pas de soi pour les parlementaires nationaux, en tout cas pour nous, sénateurs français. D'où l'importance de l'échange que nous avons ce matin. Je voudrais pour ma part relever quelques points, en commençant par la méthode législative. Vous mettez en évidence la fragmentation du marché unique qui résulte d'une réglementation excessive et du cloisonnement qui préside à la mise en œuvre nationale et régionale de cette réglementation. Vous prenez dès lors la redécouverte, en quelque sorte, de la méthode Delors d'harmonisation maximale couplée à la reconnaissance mutuelle, pleinement consacrée par les arrêts de la Cour européenne de justice. Vous marquez à ce titre clairement votre préférence pour les règlements, élément simple, efficace et non équivoque d'harmonisation. Vous souhaitez même encadrer les directives lorsque celles-ci restent nécessaires, en limitant alors leur déclinaison à deux choix de clés pour garantir leur mise en œuvre effective. Monsieur le Président du Conseil, je veux vous assurer que nous veillons au Sénat français au respect du principe de subsidiarité dont vous soulignez l'importance, mais qui n'est pas évident pour les institutions européennes. À ce titre, nous sommes réservés sur le recours systématique au règlement qui prive les parlements nationaux de toute marge de manœuvre. Nous en avons eu un exemple récent avec la proposition de règlement sur les délais de paiement en substitution d'une directive. Les transpositions nationales rendent peut-être le cadre juridique plus complexe pour les entreprises et le cadre actuel est en l'espèce certainement perfectible. Mais il présente aussi le mérite d'être bien plus adapté aux réalités économiques des secteurs concernés que le cadre uniforme et sans aucune exception proposé par la Commission européenne. Il me semble par ailleurs que cette réflexion devrait s'accompagner, d'une part, d'une réflexion sur le rôle et la place des parlements nationaux dans la procédure législative européenne, et d'autre part, d'une remise à l'honneur de l'accord interinstitutionnel mieux légiféré, les études d'impact réalisées par la Commission européenne étant trop souvent bâclées, voire dans certains cas inexistantes. En tout cas, nous avons toujours du mal à nous les procurer. Vous recommandez également de privilégier systématiquement l'utilisation de la base juridique qui fonde le marché unique, notamment l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette base juridique nous semble déjà largement utilisée par la Commission européenne de manière parfois très extensive, voire trop extensive, au regard d'autres articles des traités. En disant cela, je pense notamment au secteur de l'industrie de la défense et à la volonté de la Commission européenne de créer un véritable marché unique des produits et services de défense.
Nous avons examiné la proposition de règlement sur le programme pour l'industrie européenne de la défense, EDIP, et nous avons formulé des remarques sur ce point, car nous considérons que les produits de défense ne sont pas des produits comme les autres, dans la mesure où ils soulèvent des enjeux particuliers de souveraineté. Sur l'ensemble de ces sujets, l'élaboration des normes européennes, notre commission a adopté un rapport hier que je lui ai présenté avec 2 de mes collègues qui en sont vice-présidents et qui appelle l'Union européenne à améliorer son processus législatif pour mieux tenir compte de la diversité nationale et des réalités de terrain. J'évoquerai un dernier point avant de passer la parole à mes collègues. Vous soulignez à juste titre la nécessité de stimuler l'innovation et plaider pour une 5e liberté dans le cadre du marché unique afin de renforcer la recherche, l'innovation et l'éducation pour en faire des moteurs d'intégration du marché unique. Nous serions intéressés que vous précisiez votre pensée et la manière dont cette 5e liberté pourrait être mise en œuvre. Je souhaiterais également que vous puissiez évoquer l'enjeu de l'intégration financière au sein du marché unique et plus largement celui du financement de l'innovation en Europe. Alors que la Commission européenne travaille déjà à l'élaboration du prochain cadre financier pluriannuel, avez-vous des recommandations à faire en ce domaine? Je cède désormais la parole à ma collègue Dominique Estrosi Sassone. Merci beaucoup, Monsieur le Président Rapin, pour ces premiers mots d'introduction. Cher Olivier Rietmann, président de la délégation aux entreprises, Monsieur le Président du Conseil, cher André Coletta, chers collègues, c'est un très grand plaisir que de vous accueillir ici aujourd'hui dans cette salle Clémenceau du Sénat, devant nos 2 commissions, la Commission des Affaires européennes et la Commission des Affaires économiques, et devant la délégation aux entreprises. En tant que sénatrice des Alpes-Maritimes, permettez-moi de vous dire combien, pour nous, les relations franco-italiennes sont particulièrement importantes et précieuses. Et en tant que présidente de la Commission des Affaires économiques du Sénat, je mesure combien le marché intérieur est le socle de la prospérité européenne. Monsieur l'État, votre contribution récente sur le renforcement du marché intérieur s'inscrit dans un contexte préoccupant de décrochage de l'Europe par rapport aux économies chinoises et américaines. Le rapport de votre compatriote Mario Draghi, publié peu de temps après le vôtre, confirme ce diagnostic. Vous pointez notamment la fragmentation réglementaire et fiscale du marché intérieur comme une cause structurelle de cette torpeur, par contraste avec les États-Unis qui capitalisent sur leur capacité d'innovation et leur prise de risque. Je souhaiterais m'arrêter sur 2 de vos propositions pour remédier à cette fragmentation. Premièrement, vous soulignez que les Européens épargnent 33 000 milliards d'euros chaque année, mais que ces capitaux, insuffisamment mobilisés, sont investis ailleurs, notamment 300 milliards d'euros dans les entreprises américaines. Vous proposez donc la création d'une union de l'épargne et des investissements pour parachever le projet ancien d'union des marchés de capitaux. À cet égard, que pensez-vous des initiatives nationales telles qu'en France le livret industrie, le plan épargne avenir climat ou encore les projets de mobilisation des dépôts du livret A pour financer l'agriculture ou la défense? Ces outils, bien qu'éclatés, viennent répondre à un besoin de financement bien identifié pour certains secteurs, et notamment nos TPE et nos PME qui constituent l'essentiel de notre tissu économique. Qu'est-ce que cette multiplication d'outils nationaux d'épargne réglementée vous inspire? Cette question du financement de notre économie peut-elle être davantage intégrée au niveau européen à brève échéance? Plutôt que de miser rapport après rapport sur un essor du financement désintermédié par le marché sur le modèle des États-Unis, ne faudrait-il pas davantage faire avec ce que l'on a et s'appuyer sur nos banques dont le maillage territorial est un véritable atout? Deuxièmement, vous insistez sur l'articulation entre politique de concurrence et politique industrielle, alors que dans les télécoms, dans l'énergie et les marchés financiers, le marché pertinent et européen
et non pas nationales, et non plus nationales. Vous défendez les PIEC, les projets importants d'intérêt européen commun, qui permettent, depuis 2018, de déroger aux règles de concurrence pour investir dans des technologies stratégiques. C'est un outil que la Commission des affaires économiques avait salué d'ailleurs et appelé à mobiliser dans son rapport transpartisan que nous avons rendu en 2022, intitulé « 5 plans pour la souveraineté économique ». Cependant, vous proposez également de taxer les aides d'État à hauteur de 10% pour financer des initiatives pan-européennes afin de limiter les distorsions de concurrence. Si cela peut se justifier au regard de l'objectif d'une souveraineté à l'échelle européenne, ne risque-t-elle pas en pratique de freiner les soutiens nationaux à nos entreprises, déjà sous pression face à l'Inflation Reduction Act américain ou face aux subventions d'État chinoises? Alors que les règles ont été assouplies et les plafonds de minimis relevés face au Covid-19 et à la guerre en Ukraine, il ne faudrait pas aller à l'encontre de ce retour en grâce des politiques industrielles qui est quand même un acquis majeur de ces dernières années. Enfin, Monsieur l'État, permettez-moi une question plus générale. Vous rappelez que 80% de notre législation découle désormais de décisions adoptées à Bruxelles ou à Strasbourg. C'est du reste l'un des signes que l'intégration européenne est bel et bien une réalité malgré son relatif inachèvement. Et dans ce contexte, les législations nationales sont plus souvent vues à Bruxelles comme des obstacles à la libre circulation que comme des atouts, non sans susciter d'ailleurs un mécontentement politique de plus en plus manifeste à l'encontre de l'Europe. Dès lors, quelle marge de manœuvre nous reste-t-il en tant que parlementaires nationaux pour légiférer sans surtransposer et sans mettre en péril la compétitivité de nos économies? Autrement dit, et vous me pardonnerez de reformuler ma question avec cette pointe de malice, le véritable achèvement du marché intérieur que vous appelez de vos vœux pourra-t-il advenir tant que les parlementaires nationaux existent et continuent de légiférer? Voilà, Monsieur l'État, votre expertise nourrie par votre expérience tant politique qu'académique sera particulièrement précieuse ce matin pour éclairer nos débats. Merci encore sincèrement pour votre présence et je cède sans plus tarder la parole au président de la délégation aux entreprises. Merci Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, cher Dominique. Merci cher Jean-François Rapin, Président de la Commission des Affaires européennes. Monsieur le Président du Conseil, très heureux de vous recevoir aujourd'hui au Sénat. Mes chers collègues, votre rapport, Monsieur le Président, et nos travaux à la délégation des entreprises convergent pour souligner l'impact de la charge réglementaire sur les entreprises. Nous connaissons bien la formule. Les États-Unis innovent, la Chine réplique, l'Europe régule. L'économie européenne est sous-performante, notamment en raison de sa réglementation excessive. Les régulateurs américains réagissent lorsqu'il existe des preuves de problèmes préjudiciables pour les entreprises, tandis que les régulateurs européens interviennent en amont des possibles difficultés, dans l'hypothèse de leur potentielle réalisation. Ce principe de précaution peut étouffer l'innovation. Votre rapport plaide en faveur d'une simplification des réglementations existantes. Mais il faut s'attaquer à la manière d'écrire la norme. Le Code européen du droit des affaires que vous proposez risque de ne pas suffire. Je parle en tant que législateur d'un pays qui possède 77 codes, mais pas un seul consacré spécifiquement à l'entreprise. Je considère également que le numérique masque souvent l'abandon de la volonté de simplifier. Proposer une plateforme aux entreprises équivaut souvent à leur transférer la charge de gérer la complexité administrative. Les conclusions du Conseil européen du 24 mai dernier évoquent un choc de simplification que nous avons connu en 2014, mais qui n'a pas été pérennisé. La promotion du principe « penser en priorité aux PME », des études d'impact de qualité et le retour aux tests PME. J'ai proposé de transposer ces deux derniers outils de décision
pour le Parlement français, qui ne dispose ni d'études pour l'impact de la norme sur les entreprises, ni de tests PME permettant de confirmer la faisabilité ou de chiffrer le coût pour cette catégorie d'entreprises, mais aussi pour les entreprises de taille intermédiaire d'une norme nouvelle. Le Sénat a adopté une proposition de loi dans ce sens le 26 mars. Elle a intégré dans le projet de loi simplification de la vie des entreprises, dont on espère bien sûr vivement la reprise à l'Assemblée nationale dès que possible. Ursula von der Leyen a suivi les recommandations du rapport Draghi en nommant un commissaire européen qui, en plus d'avoir comme portefeuille l'économie et la productivité, est également en charge de la mise en œuvre et surtout de la simplification. Le rapport Draghi prône une simplification d'un vaste ensemble de réglementations, que ce soit le devoir de vigilance des entreprises, la récente taxonomie verte, le reporting extra-financier sur la durabilité environnementale des entreprises et les obligations de transparence dans la finance dite durable, ou encore la législation européenne sur la gestion des déchets et les règlements sur les produits chimiques, dit REACH. Elles sont nécessaires à la transition écologique, mais trop lourdes pour les entreprises. Nous avons auditionné récemment les entreprises de taille intermédiaire qui ont chiffré un coût moyen de la directive CSRD à 200 000 €, soit un total pour les 5 400 ETI françaises d'1 milliard d'euros. Quel est donc, selon vous, le point d'équilibre à trouver pour alléger cette charge et l'outil le plus efficace pour prévenir une réglementation excessive susceptible de brider la compétitivité des entreprises européennes? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, allez-y. Merci beaucoup, merci de cette invitation. Puis-je demander seulement le timing de notre réunion? Combien dois-je parler et quel est le temps de parole pour l'échange? Si vous pouviez faire un propos général d'un quart d'heure à peu près, Okay. Et puis à partir de là, nos collègues pourront poser des questions. D'ailleurs, vous pouvez déjà vous inscrire auprès de nos services. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les sénateurs et les sénatrices, je suis vraiment honoré d'être parmi vous et de présenter les idées principales du rapport et grâce à vos premières interventions à commencer à éclaircir quels sont les points centraux et quels sont les points sur lesquels surtout ce rapport peut devenir non pas un exercice rhétorique ou un exercice de débat politique, mais quelque chose de concret et de sérieux dans cette législature qui est une législature européenne très complexe, très compliquée, mais sur laquelle je peux vous dire que si j'étais venu ici au mois de mai, tout de suite après la présentation de rapport, je vous aurais parlé de façon différente de celle que je vous parle aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, je vous parle avec le fait que soit la Commission, soit le Conseil européen ont pris les deux rapports, mon rapport, le rapport de M. Draghi, comme points centraux du programme de la Commission et le Conseil, dans le Conseil de Budapest d'il y a 2 semaines, dans la déclaration de Budapest, a pris les 2 points centraux du rapport et les a adoptés à l'unanimité. La même chose la présidente de la Commission qui, dans les feuilles de route, dans la feuille de mission qu'elle a donnée aux commissaires, aux plus importants commissaires, dont le vice-président français, elle a identifié quelques-uns des points centraux du rapport. Et donc, ce dont je vous parle aujourd'hui n'est pas un exercice académique ou rhétorique, mais c'est quelque chose qui est en train de devenir le programme soit de la Commission, soit du Conseil dans les prochaines 5 années. Et donc, je veux être très concret parmi vous et répondre premièrement aux questions que vous avez posées, en commençant par contre par l'encadrement général de pourquoi ce rapport. Le rapport a un cœur central. Le cœur central est la comparaison entre le marché unique d'aujourd'hui et le marché unique du moment où tout a commencé. Tout a commencé dans les années 80, comme vous savez mieux que moi. Jacques Delors, président de la Commission européenne de 85 à 95. De 85 à 92, la naissance du marché unique. Et ce marché unique naît dans un monde qui est totalement différent du monde d'aujourd'hui. Je pars par là parce que sinon tout
tous nos discours seraient probablement biaisés. C'est-à-dire que je vous dis exactement ce que je dis dans mon propre pays. La France, à l'époque, était économiquement importante comme la Chine et l'Inde ensemble. Aujourd'hui, la Chine et l'Inde ensemble sont le 25% de l'économie mondiale. 10 fois ce que la France toute seule ou l'Italie toute seule sont. Donc, ce qui s'est passé dans les dernières 40 années a changé complètement la donne de la compétitivité dans les secteurs clés du marché unique. En 2 mots, ceux qui étaient, il y a 40 ans, compétitifs à l'échelle mondiale, parce qu'on était au niveau de la Chine et de l'Inde, chacun tout seul. Aujourd'hui, on ne peut qu'être compétitif que si on est tous ensemble. L'exemple le meilleur est l'exemple de l'industrie aéronautique. Airbus, évidemment, gagne avec Boeing parce qu'il y a un Airbus. S'il y avait 27 Airbus, ce serait Boeing qui gagnerait. Ce petit exemple est l'exemple que je mets sur la table parce que le raisonnement que je propose dans le rapport part du fait que le marché unique n'est en vérité un véritable marché unique que dans quelques secteurs. Et ça, je pense, c'est le point central de ma réflexion que je voudrais partager avec vous et qui fait partie aussi du travail que je suis en train de faire de diffusion du rapport d'un livre que je viens d'écrire et publié en France par Odile Jacob, et exactement sur l'expérience du rapport et sur la synthèse du rapport. Parce qu'en vérité, sur beaucoup de secteurs du marché unique, on parle toujours de 3 grands blocs dans le monde, vous en avez parlé aussi, Chine, États-Unis, Europe. En vérité, dans beaucoup de secteurs, l'Europe n'est qu'une expression géographique, mais pas une expression économique. Je vous pose simplement les 3 plus 1 sujets que j'ai mis au centre de ma réflexion, qui sont les, vous verrez tout de suite pourquoi 3 plus 1, les télécoms, les services financiers, l'énergie, c'est les 3, plus 1, la défense dont vous avez parlé. Pourquoi je les sépare? Pour une raison très simple. Les 3 font partie du marché unique, par définition, donc ils ont une couverture constitutionnelle claire, c'est l'article 26 et les autres du traité. La défense, non, c'est-à-dire la défense est sur le domaine plutôt national, mais la défense a commencé après, évidemment, le 24 février 22, à entrer dans une différente configuration. Donc, on parle aujourd'hui de mettre ensemble la défense pour des raisons très simples dont je vous parlerai. Dans ces 3 plus 1, on n'est pas 1, on est 27. Alors je pars par là parce que sinon toute sorte de compréhension de pourquoi ce rapport et qu'est-ce que je propose n'est absolument pas compréhensible. On n'est pas 1, on est 27. Les entreprises qui travaillent dans ces 3 domaines, plus 1, n'ont pas à traiter avec des régulateurs européens. Elles ont toutes à traiter avec des régulateurs nationaux. L'autorité des marchés financiers en France, l'autorité des télécoms et évidemment l'autorité de l'énergie. Il n'y a pas d'autorité de régulation, de surveillance européenne pour ça. Il n'y a pas de banque centrale de Francfort. Ce qu'est le rôle de la banque de Francfort pour le secteur bancaire n'est pas ça dans les autres 3 secteurs. Quelles sont les conséquences de tout ça? Et je voudrais vraiment vous mettre en avance 2 éléments de méthode pour lesquels je parle à tout le spectre politique ici. Les 2 éléments de méthode sont la première, la méthode que j'ai employée pour rédiger ce rapport, qui m'est venue d'une heureuse chance que j'ai eue de pouvoir parler avec Jacques Delors 3 mois avant son décès, au mois de septembre de l'année dernière, et il m'avait donné une indication très simple. N'écris pas ce rapport en t'enfermant dans un bureau du Berlaymont à Bruxelles. Va dans les pays
visite tous les pays et surtout ne t'arrête pas dans les capitales des pays. Parce que si tu t'arrêtes dans les capitales, tu ne vas rien comprendre de ce qui se passe dans un pays. Et il faut que tu ailles rencontrer les gens, les entreprises où elles sont. Donc, j'ai mis ensemble un travail de 9 mois de visite dans tous les pays et de rencontres avec les entreprises. En France, j'ai rencontré un peu tous les acteurs, mais dans beaucoup d'autres pays aussi, et les acteurs, les stakeholders au niveau européen. Donc un dialogue social très important et très appuyé. Élément, de mon point de vue, central. Et deuxième élément de méthode que je voudrais mettre vraiment en avance, je ne propose aucun changement de traité. Et j'insiste là-dessus. C'est-à-dire, moi, je propose de travailler avec les traités existants, bien que je pense qu'il faudrait changer des traités. Mais je sais très bien que le niveau, comme Madame la Présidente, vous venez de le dire, le niveau d'alarme rouge de la compétitivité européenne face à ce qui se passe avec les Chinois et les Américains nous oblige à agir rapidement. On n'a pas le temps d'ouvrir la boîte de Pandore de discussions institutionnelles européennes. Il faut agir rapidement, il faut le faire donc avec les instruments qu'on a. Et surtout, tout ça m'emmène à dire que mes propositions, ce n'est pas des propositions idéologiques. Ce n'est pas le drapeau européen contre le drapeau national. Mais c'est la compréhension du fait, comme je vous ai dit dès le début, comme l'exemple de Airbus nous raconte, que quand il y a des secteurs dans lesquels la dimension compte, ou bien on est ensemble, ou bien simplement les Américains et les Chinois gagnent. Et c'est très simple. Et qu'est-ce qui se passe dans les 3 secteurs, plus 1 que je vous ai proposé, que j'ai proposé à votre attention? Il se passe simplement que le fait de ne pas avoir intégré fait en sorte qu'aujourd'hui, ce manque d'intégration, permettez-moi d'employer ce terme peu institutionnel et technique, ce manque d'intégration fait jouir Wall Street, l'industrie américaine et l'industrie chinoise. Je vous fais des exemples. Un exemple a déjà été présenté, c'est l'exemple de l'épargne des Européens qui s'en va aux États-Unis. Pourquoi il s'en va aux États-Unis? Il s'en va aux États-Unis parce que la fragmentation de l'industrie financière européenne ne donne pas les retours que l'industrie financière américaine donne avec sa dimension. Le Nasdaq tout seul vaut comme toutes les bourses européennes mises ensemble, multipliées par 2. Ça, c'est seulement Nasdaq. Donc, il est évident que cette dimension devient compliquée à être managée si on est tout seul, chaque pays tout seul. Je vous fais un deuxième exemple qui est, je pense, assez parlant parce que chacun d'entre nous, dans cette journée de 5 décembre, va faire des achats. Et chacun d'entre nous va probablement faire ses achats avec des cartes. Et en faisant des achats avec des cartes, vous allez voir dans la journée d'aujourd'hui que vous avez cette situation assez comique et assez dramatique, je trouve, en Europe, pour laquelle nous, les Italiens, on ne va jamais payer avec une carte de crédit française. Vous, les Français, vous n'allez jamais payer avec une carte de crédit allemande. Les Allemands ne vont jamais accepter de payer avec une carte de crédit espagnole. Et tous, on est ravis de payer avec des cartes de crédit seulement américaines. Ça, c'est la situation de notre marché financier. On n'a pas de marché financier unique. Donc, on n'a pas d'instrument financier pour les paiements digitaux, numériques, uniques européens. Et donc, on emploie les instruments américains. Ça a des conséquences. C'est inutile que je vous raconte quelles sont les conséquences d'employer seulement des instruments financiers qui ne sont pas européens. Donc, on est en train de devenir une colonie financière à cause de ça. Je pourrais parler des heures sur ce sujet, je me limite. Je vous donne seulement des exemples pour vous dire que quand je dis la fragmentation en 27 n'aide pas la souveraineté nationale. Elle fait simplement jouir Wall Street, l'industrie américaine, l'industrie chinoise. Le même exemple sur la défense, même plus. Et c'est pour ça que le secteur défense fait partie aussi de mes réflexions où je ne propose pas un marché unique
de la défense, je propose un marché commun de la défense, parce que la défense a des dynamiques différentes. Mais quand vous prenez les chiffres des dernières 2 années et demie, pour lesquels, en ayant 27 systèmes de défense différents et qui se parlent très peu entre eux, 27, moins que 27, mais disons une dizaine d'industries de défense européennes qui ne se parlent pas entre elles. Quelle est la conséquence? On a dépensé 140 milliards d'euros, je répète le chiffre, 140 milliards d'euros pour aider militairement l'Ukraine, ce qui est positif, je ne veux pas être mal compris sur ça, et il faut continuer, ça c'est mon point de vue. Le problème, c'est que cette fragmentation et le fait qu'il faut l'aider aujourd'hui, l'Ukraine. Il ne faut pas faire des accords entre nos entreprises de défense pour faire les chars en 2035. Ça ne va pas servir aux Ukrainiens. Il faut les aider aujourd'hui. Eh bien, ce qui s'est passé dans les dernières 2 années et demie, c'est que 80% de ces 140 milliards d'euros ont fait la fortune de Michigan, Pennsylvanie, Anatolie, Corée du Sud. C'est-à-dire on a acheté 80% de ces 140 milliards, ça a créé des emplois dans ces pays parce qu'on a acheté du matériel militaire de ces pays à cause de cette fragmentation. On a une quinzaine d'hélicoptères différents en Europe. Les Américains en ont 2. Et donc il est évident que cette fragmentation, à la fin, aide l'industrie américaine et non pas nôtre. Je pourrais continuer, je m'arrête là. Ce que je veux vous dire, c'est que ce que je propose, ce n'est pas une idéologie, ce sont des faits. Et les faits, c'est que dans tous ces secteurs, ou bien on s'intègre, ou bien simplement, comme j'ai cherché déjà de démontrer, on est déjà au risque de devenir une colonie américaine d'un côté ou chinoise de l'autre. Donc ce que je propose, c'est une intégration dans ces secteurs. Je dois citer la question de télécom. Dans les années 80-90, j'étais déjà, à la fin des années 90, j'étais au gouvernement italien, je m'occupais aussi de ça, et toute l'industrie des télécoms parlait européen. Le GSM, le 3G, c'était des technologies européennes. Tous les grands brands étaient européens. Aujourd'hui, tout parle américain ou chinois. Le 5G est une technologie qui n'est pas européenne du tout. Et aujourd'hui, bon, je peux vous dire les chiffres. La fragmentation en 27 marchés de télécom fait en sorte que chaque opérateur de télécom chinois se trouve à avoir 467 millions de clients. Chaque opérateur américain se trouve à avoir 107 millions de clients. Et chaque opérateur européen se trouve à avoir 5 millions de clients. Donc la différence, parce qu'on en a 80, les autres en ont 3 ou 4, est une différence tellement évidente en capacité d'investissement sur l'innovation qu'aujourd'hui, toute l'industrie de télécom parle américain. Il y a une grande boîte européenne de télécom, je ne vais pas citer le nom, mais c'est assez facile, qui fait de bons résultats, mais elle fait de bons résultats car elle est présente aussi aux États-Unis. Et donc avec les revenues américaines, elle récupère ce qu'elle perd comme les autres ici en Europe. Tout ça à cause du fait qu'on est 27. Quelle est la raison, je vous demande, pour laquelle moi j'ai un plus 39, un plus 33, je vais avoir un plus 34 prochainement. Ce sont les préfixes de nos pays. Y a-t-il une raison pour laquelle vous avez un plus 33, vous passez la frontière, il faut un plus 39. Et si vous êtes dans un Zoom, dans une réunion Zoom, la communication se coupe à mon temps et elle reprend 5 minutes après. Évidemment, tout ça, moi j'ai eu dans cette aventure, dans ce voyage, la possibilité de faire beaucoup d'expériences dans les pays où les frontières sont. Vous allez au Benelux, c'est une folie totale. Au passage de la frontière, toute communication se coupe, elle va reprendre, etc. Et évidemment, tout ça, il n'y a aucune raison. La seule raison, c'est une raison liée au
commission que les opérateurs de télécom paient aux trésors nationaux. Et je la comprends très bien. Les trésors ont besoin de cet argent, mais ils peuvent le recevoir aussi si on passait de 27 plus, on passait à un plus 0 pour tous, puisque le plus 1, comme vous avez déjà pris par les Américains. Mais ce serait une petite autre chose qui donne l'idée d'une... Alors, je suis très rapide sur les propositions, parce que l'analyse est ça, mais l'analyse est très importante, parce que si on ne partage pas cette analyse, si on part d'un autre constat des faits, évidemment, on n'arrive pas aux mêmes conclusions. Donc, je propose que dans ces 3 secteurs, et je propose une feuille de route dans le rapport pour qu'on puisse s'intégrer, et dans un des 3, le marché financier, qui est de mon point de vue le plus grave de tous, parce qu'être une colonie américaine dans le marché financier, ça a des conséquences sur l'économie réelle. Le fait de reprendre notre indépendance européenne, notre force européenne sur le marché financier, a, comme vous venez de le dire, aussi une conséquence sur comment financer la transition. Parce qu'aujourd'hui, j'imagine que vous en avez parlé beaucoup et que c'est un sujet de débat politique ici, comme dans mon Parlement national, comme au niveau européen. Que faire de la transition verte est le grand sujet des prochaines années. Et je suis très pragmatique là-dessus. Moi, je ne pense pas qu'on puisse dire simplement on l'a fait et on s'en fiche des conséquences sur les entreprises, ou bien de dire on ne l'a fait pas, maintenant on s'arrête parce qu'il faut sauver les entreprises. Les 2 pistes sont inacceptables. Je pense qu'il faut mettre un grand financement d'accompagnement de cette transition. Mais ce financement, pour ce que j'ai vu au niveau européen, ne peut que être un mixte entre argent privé et argent public. Ça ne peut pas être seulement argent public pour la simple raison que une partie des pays européens ne vont jamais accepter ça. Je pense que la France et l'Italie seraient d'accord, mais un grand nombre de pays européens ne seraient pas en condition d'accepter ça. Donc, la nécessité d'avoir un pilier d'argent privé. L'IRA, c'est exactement ça, à la fin, aux États-Unis, et ça a eu un grand succès. Madame Estrosi, vous avez cité les instruments français. Ça a été mon inspiration, je vous le dis très franchement. C'est-à-dire ces instruments qui lient l'épargne à l'investissement, de mon point de vue, sont une très belle source d'inspiration pour faire de ces instruments des instruments européens aussi pour le reste d'Europe et qui soient capables donc de faire en sorte que ce pont entre l'épargne privée et l'investissement dans la transition aide les entreprises. On ne peut pas aujourd'hui, moi je suis dans le... Si vous aurez la patience et l'amabilité de lire le livre, j'ai rencontré les agriculteurs dans tous les pays européens. J'ai rencontré les travailleurs et les entrepreneurs de l'industrie automobile. J'ai rencontré les propriétaires de maisons, d'appartements. Et évidemment, on ne peut pas dire à ces catégories de gens vous allez perdre votre emploi, vous allez perdre votre entreprise, votre habitation va perdre sa valeur à cause de la transition verte, ou à moins que ce ne soit vous à payer pour ça. C'est totalement, socialement, économiquement et politiquement, j'ajoute, infaisable. Donc on ne peut que imaginer un grand plan de ce genre-là qui ne peut que avoir un pilier privé et un pilier public. La proposition Union de l'épargne et des investissements, c'est exactement ça. Et je suis ravi de voir que Mme von der Leyen a donné la mission à M. Séjourné, au vice-président français, de mettre en marche exactement ce projet d'union d'épargne d'investissement et de, faites-moi dire, terminer définitivement l'histoire de la Capital Markets Union, de l'union des marchés de capitaux, qui avait du sens quand Londres était encore dans l'Union européenne, mais qui aujourd'hui n'a plus de sens. Le point central, et je pense que politiquement vous saisissez tout de suite l'élément de ma réflexion, c'est qu'on ne peut pas considérer la finance pour la finance. La finance doit être pour l'économie réelle. Et aujourd'hui, la réflexion autour d'une finance totalement autoréférentielle est une réflexion qui ne marche pas. Donc, comment créer ce lien entre les deux? Je vais terminer avec 3 points essentiels de mon rapport
qui sont, premier point, vous venez de citer la 5e liberté. C'est sur l'innovation qu'on est en train de perdre. Pourquoi une 5e liberté? Le marché unique européen est aussi appelé le marché des 4 libertés. Biens, services, personnes, capitaux. Les 4 libertés, donc biens, services, capitaux et personnes, parlent à une économie du XXe siècle. Donc c'est très old style. On a besoin de considérer que cette quadripartition doit évoluer avec cette 5e liberté, donc innovation, connaissance, recherche. Dans le rapport, vous trouvez toute une série de propositions là-dessus, mais c'est fondamental, soit dans l'industrie, soit pour le soutien de l'innovation, de la recherche au niveau public et privé. Deuxième proposition que j'ajoute est la suivante. Le marché unique a toujours été conçu comme le marché de la liberté de bouger, la liberté de circulation. Ça a toujours été comme ça. Dans le rapport, je propose tout un chapitre que vous trouvez sur de mettre à côté de cette liberté de bouger une liberté de rester. C'est-à-dire la réflexion sur le fait que la mobilité est en train de changer le panorama de nos pays et de notre Europe, faire en sorte qu'il y a une pression sur des régions qui sont saturées aujourd'hui, très attrayantes, mais totalement saturées, et que la désertification des régions périphériques est en train de créer une désertification aussi des services d'intérêt généraux. Donc je propose de mettre les services d'intérêt généraux au centre de la réflexion de cette commission et faire en sorte qu'on mette l'attention aussi au brain drain qu'on est en train de vivre en Europe sur ces sujets. Donc la liberté de rester qui doit être à côté de cette liberté de bouger. Et finalement, Monsieur le Président, vous avez cité la question du droit des affaires. En Europe, et ça m'est venu dans les rencontres que j'ai eues avec les PME, premièrement avec les PME françaises, italiennes, européennes. Une PME n'exploite pas aujourd'hui le marché unique européen pour une raison très simple. On a 27 droits des affaires et ce n'est pas seulement ça. Si vous allez en Espagne, vous avez 17 droits régionaux des affaires qui s'ajoutent aux 27 droits nationaux des affaires. La même chose dans les autres pays. En Allemagne, c'est un peu la même chose. Tout investisseur international vous dit, comme les PME, que c'est une folie, celle de investir dans un système dans lequel chaque pays a son système différent. Il est évident que tout ça est fondamental pour chercher de surmonter la difficulté. J'aurais pu proposer, c'est la chose la plus normale de dire, bon, on crée une commission pour écrire un droit des affaires européen qui élimine les droits des affaires nationaux. Ça n'aurait jamais marché. Ça n'aurait jamais marché. Pour une raison très simple. Chaque pays va défendre son propre droit des affaires. Donc, la proposition que j'ai faite est différente, est celle de dire on crée un 28e État virtuel européen, on le dote de son propre droit des affaires européen optionnel pour les entreprises. Une entreprise peut choisir si elle veut employer cette espèce de fast track, cette espèce de passe-partout qui peut faire entrer l'entreprise ou l'investisseur international partout sans besoin de changer de pays en pays. Et ça donne une réponse aux petites et moyennes entreprises qui m'ont dit « mais je ne peux pas avoir un office, un bureau légal de 50 personnes. Je suis une petite et moyenne entreprise, donc j'ai besoin de simplicité. » Et donc voilà, ce point est un point fondamental dans ce domaine. C'est une option qu'on donne aux entreprises et c'est une option que je pense assez positive. Je vais terminer sur la question du rôle des parlements nationaux, parce que moi, ce que je propose dans tout ce que j'ai fait, c'est de considérer que la situation actuelle est une situation qui ne marche pas.
Parce qu'aujourd'hui, on a des directives, on a beaucoup d'emplois de directives. Chaque pays fait comme il veut, ça c'est la vérité. Et le fait de pouvoir, je vous le dis très franchement, c'est ce que je dis moi-même en tant que parlementaire national, le fait d'avoir la liberté de faire ce que tu peux et ce que tu veux chez toi est quelque chose de négatif quand tu vas dans le reste d'Europe. Parce que si chacun fait ce qu'il veut, le marché unique n'existe plus. Donc les entreprises n'ont aucun bénéfice du marché unique. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? Pour des raisons politiques, la Commission n'a plus demandé à la Cour de justice de sanctionner les pays qui n'appliquaient pas les directives européennes ou qui appliquaient de façon maladroite, et j'emploie un terme euphémistique, les directives européennes. Donc, ce que je dis est, c'est beaucoup mieux qu'il y ait une participation des parlements et un débat réel en amont et pas à la fin du parcours. Parce que si tout ça est à la fin du parcours, évidemment, ça ne donne pas la possibilité d'entrer dans le cœur du sujet. Donc, en amont, une participation réelle qui donne la possibilité, s'il y a des besoins de dérogation, de mettre ces dérogations, mais de faire en sorte qu'une fois qu'une décision est prise, elle est valable. Parce que si on fait en sorte qu'une décision est prise, mais elle n'est jamais valable partout, évidemment, pour les entreprises, le bénéfice du marché unique se termine tout de suite. J'ai été un peu trop long, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres choses dont je devrais parler, mais peut-être je vais le faire en répondant à vos questions. Je termine en disant que j'ai voulu, dans ce rapport, employer un langage et une terminologie de grande urgence, et je la confirme ici. L'inertie nous amène au déclin. Ou bien on intègre dans les secteurs dont je vous ai parlé, ou bien simplement le choix entre être une colonie américaine ou une colonie chinoise va être notre destin à nous tous. Ce que je propose donc est non pas un débat idéologique sur ces sujets, mais un débat très concret. On n'a pas fait d'intégration dans les sujets dont je vous ai parlé pour des raisons d'inertie politique. Et je termine en disant que dans nos poches, nous avons le symbole de l'intégration dans le domaine qui est le plus souverainiste possible, la monnaie. Vous avez dans vos poches, nous avons dans nos poches la même monnaie écrite dans des alphabets différents, non pas dans des langues différentes, mais vous trouvez des alphabets différents. Donc on a fait le choix d'avoir l'euro. Le choix d'avoir l'euro a été un bon choix, et ce n'est pas moi qui le dis aujourd'hui, c'est 75% des citoyens européens qui le disent. Pratiquement personne ne veut plus revenir à ces monnaies du passé. Et j'ajoute, en terminant, que les gens ont compris la chose essentielle, c'est-à-dire que l'euro et la dimension européenne, c'est le parapluie, ce n'est pas la pluie. La pluie est la globalisation, est la Chine. L'Europe et l'euro est le parapluie. Et les gens aujourd'hui ont compris complètement que cet euro, il faut le tenir bien avec nous, et que si on était chacun avec sa propre monnaie, on serait probablement plus lié à nos histoires, mais on serait beaucoup plus faible dans un monde qui a tellement changé que, comme je vous répète, dans les années 80, quand le monde du marché unique commençait, l'Italie et la France, toutes seules, gagnaient plus de médailles d'or aux Jeux olympiques que la Chine. Et évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et évidemment, c'est le cas de dire que, ou bien on tient compte de ce changement, que évidemment on n'a pas voulu, hein, c'est un changement qui s'est passé, ou bien on va payer les coûts de tout ça, les coûts sociaux et les coûts politiques et économiques. On ne veut pas les payer et on veut tenter de réagir. On ne peut que le faire tous ensemble. Merci. Merci, Monsieur le
le Président pour toutes ces informations, cette précision, et puis bravo pour votre maîtrise de notre langue. Je demande à Madame Estrosi, qui pratique l'italien, si elle parlait aussi un italien aussi parfait que votre français. Bien, nous allons commencer le carrousel des questions. Alors, on n'a pas prévu entre présidents une organisation particulière. Je pense qu'on va prendre les questions en allant, commission des affaires éco. Il y a des gens dans la commission des affaires européennes. Donc, voilà. Vas-y, tu commences. Merci. J'ai une demande de Michel Canvet. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre présentation. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'autorité de régulation européenne. Pourtant, il existe l'ESMA qui est implantée à Paris. Et puis, pour ce qui concerne la supervision bancaire, il y a quand même un rôle extrêmement actif de la Banque centrale européenne qui, d'ailleurs, permet de bien protéger le marché européen face aux difficultés qu'on a connues, notamment la décennie précédente, et qui, parfois, est considéré comme étant un peu trop rigoriste, d'ailleurs, vis-à-vis des banques, notamment françaises. Mais c'est surtout sur le secteur des télécoms que je voulais vous interroger, parce que vous avez évoqué la fragmentation et vous proposez une plus grande consolidation du secteur des télécoms. Vous proposez aussi un socle réglementaire qui soit un peu plus costaud, un peu plus solide pour le secteur des télécoms. Mais selon vous, qu'adviendrait-il si, justement, nous ne mettons pas en œuvre vos préconisations? Qu'arriverait-il sur le secteur des télécoms? On va prendre par trois questions, ça vous va, monsieur? Alors, moi, j'ai une question de notre collègue Patrick Chaise. Patrick. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, merci pour cette présentation. Alors, ça va faire un complément à la question de Michel Canvet, parce que sans surprise, je vais vous parler de télécom. Et sur le sujet des télécoms, moi, j'ai vraiment une question de fond et de forme. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, effectivement, en Europe, on a de nombreuses entreprises télécoms, mais on le voit à chaque tentative de concentration, on a aussi l'Europe qui nous dit « Ah ben non, attendez, il ne faut pas, le marché entreprise va être en monopole. » Donc comment on accorde nos violons pour pouvoir finalement atteindre cet objectif et éviter ce risque? Et moi, je voudrais élargir la question des télécoms au numérique, parce que c'est un peu différent. Aujourd'hui, le numérique est relativement porté par l'Europe. Et dans les propos introductifs du président Rapin, il évoquait la question, je crois que c'est toi qui de l'Europe régule. Mais en fait, cette régulation, elle a aussi un intérêt international, puisque je viens de remettre un rapport sur l'intelligence artificielle cette semaine. Dans nos échanges, notamment avec les grandes entreprises américaines, on a ressenti le fait que les Américains attendaient la régulation européenne. Dans le sens où, finalement, cette régulation, qui est des fois vue comme un aspect négatif, leur permettrait d'avoir un cadre qui, donc s'il est respecté, leur ouvre un marché assez incroyable, qui est le marché européen, sans risque et sans avoir à revenir à ça. Donc, en la matière, on est effectivement déjà sur le numérique une forme de colonie américaine qui s'impose. Je veux aussi parler de ce que vous avez évoqué sur finalement la perte de l'Europe sur le développement des technologies. Le GSM, pour revenir un peu dans l'histoire, a été effectivement quelque chose qui a été construit en Europe. Et puis petit à petit, finalement, on s'est perdu pour laisser aux Chinois notamment et aux Américains le rôle de normalisateur. Une des causes a été le fait qu'on n'a plus de chercheurs. En tout cas, plus de chercheurs qui participent à ces comités de normalisation. Est-ce que sur ce point-là, il y a aussi des réflexions pour faire en sorte que les chercheurs européens reviennent dans le jeu de la normalisation et apportent leur savoir? Mais plus que leur savoir, aussi le fait de pouvoir être finalement en tête de gondole. Donc, j'aimerais de façon globale que vous nous disiez finalement ce qu'il manque pour faire en sorte de passer
dans une situation diffuse à une situation plus concentrée pour donc les années à venir. Mandat Didier Marie. Merci, Président. D'abord, remercier Enrico Letta pour la clarté de son propos et la portée de ce qu'il nous apporte. Moi, j'aurais deux questions et une question subsidiaire. La première, c'est que pour atteindre les objectifs que vous souhaitez que l'Union européenne se fixe, il faut d'une part mobiliser les financements, d'autre part avoir un pilotage politique efficace. Pour ce qui concerne le financement, que pensez-vous des propositions qui sont faites d'un emprunt commun pour porter la croissance européenne au même titre que nous l'avons fait pour le plan de relance? Comment pensez-vous que nous puissions mobiliser des ressources propres qui nous semblent aujourd'hui indispensables? Et d'autre part, pour ce qui concerne la mobilisation de l'épargne privée, des initiatives ont été prises en son temps par M. Juncker, dans le cadre du plan Juncker. Est-ce le même modèle d'utilisation publique-privée que vous souhaiteriez que nous mettions en place? Et pourquoi ce qui a été mis en œuvre précédemment n'a pas porté les fruits escomptés? Deuxième question sur le pilotage politique. Vous ne souhaitez pas de réforme des traités, on peut le comprendre. Mais aujourd'hui, une partie de l'immobilité européenne tient à l'usage du droit de veto et aux difficultés à mobiliser les 27 ensemble. Donc comment aller vers une généralisation de la majorité qualifiée, en particulier sur les sujets que vous pensez prioritaires? Enfin, j'avais une petite question subsidiaire. On parle beaucoup aujourd'hui d'élargissement. Est-ce une chance ou une difficulté pour l'Union européenne à venir? Je chercherai d'être rapide. Messieurs Canvet et Chaise sur les télécoms. Ce que je propose est de passer de 27 à 1. Et pour passer à 27 à 1, il faut évidemment intégrer le spectre. Il est possible, la chose essentielle est celle de se mettre d'accord sur où vont les commissions des opérateurs, de façon que chaque trésor national récupère ses propres commissions. Mais quel serait le modèle? On passerait de 80 opérateurs, comme c'est aujourd'hui, à une dizaine, quinzaine, vingtaine d'opérateurs. Dans une situation dans laquelle cette dizaine, quinzaine d'opérateurs pourrait être pour chacun d'entre nous comme consommateurs une bonne option de choisir et donc de défendre nous-mêmes comme consommateurs. Moi, je ne plaide pas, vos questions me donnent la possibilité de clarifier, pour ne pas être mal compris, je ne plaide absolument pas pour faire de l'Europe les États-Unis. Ça, je veux être très clair là-dessus. Moi, je pense que le mix fantastique entre grand et petit qu'est l'Europe doit rester. Mais le problème, c'est que notre grand n'est pas assez grand, en deux mots. C'est-à-dire, il faut faire monter en puissance le grand qu'on a. Et dans le domaine des télécoms, on peut le faire faisant monter en puissance nos grands, faisant en sorte qu'en étant dans un seul marché, la concurrence soit garantie, parce que aujourd'hui, comme consommateurs, on est tous assez heureux. On est plus heureux, nous, consommateurs de télécom, que les Américains. Les prix sont beaucoup plus élevés, le service est mauvais aux États-Unis, etc. Le point est que tout ça se passe aujourd'hui, mais on va avoir comme consommateur les effets négatifs de la, disons, situation très complexe aujourd'hui du système des télécoms dans quelques temps, dans quelques années. L'infrastructure ne tient plus, il est tellement clair. Donc, la proposition, c'est d'avoir un seul marché avec une dizaine, quinzaine d'opérateurs costauds qui soient capables, donc, soit de se faire concurrence entre eux,
soit d'avoir de grands investissements infrastructurels qui soient capables de relayer dans nos pays tout ce qui est absolument nécessaire pour éviter que les choses marchent mal, comme malheureusement ça se passe beaucoup de fois. Et sur la question, Monsieur Chaise, du rôle des chercheurs, des investissements en recherche, la question est très claire. Moi, je pensais que c'était seulement chez moi, dans mon pays, d'écouter plein de jeunes start-upers, chercheurs qui te disent moi je vais aux États-Unis, je sors de mon pays parce que c'est la seule possibilité de faire monter en puissance mon idée, de trouver l'environnement, le bon environnement pour trouver l'argent, etc. Et en vérité, toute l'Europe est comme ça. J'ai trouvé le même discours de Helsinki jusqu'à l'Autriche. Donc le point essentiel est que ça revient à la question de l'union de l'épargne et des investissements. Ou bien on crée un marché financier européen unique qui soit capable donc de faire évoluer les choses et de donner aux bonnes idées beaucoup d'argent, sans considérer que la faillite, une fois, soit un stigma qui te tue pour toujours. Les Américains, sur l'intelligence artificielle, ont eu les succès qu'ils ont eus parce qu'ils ont fait faillite une fois, 2 fois, 3 fois, et aujourd'hui, ils gagnent. Je vais vous dire un chiffre qui est assez impressionnant. Aux États-Unis, l'investissement en intelligence artificielle a touché les 330 milliards d'euros dans la décennie qui vient. 330 milliards d'euros. En Chine, c'est 100 milliards d'euros. En Europe, c'est 20 milliards d'euros. Il est évident que tout ça a besoin de monter d'échelle. Un investissement qui est seulement national ne marche pas là-dessus. Et je reviens donc à la question, j'ajoute parce que les chercheurs, comme vous disiez, Monsieur Chaise, ils sont bons, nos chercheurs, mais ils s'en vont aux États-Unis faire ça, parce qu'ils trouvent l'argent, l'environnement, le bon environnement pour faire les choses. Je viens aux questions de Monsieur Didier Marie, pour dire que je commence par la question politique, parce que je pense que là, il y a une petite responsabilité des grands pays. Je le dis très franchement. C'est-à-dire, les grands pays doivent dire que, puisque le droit de veto dans les domaines du marché intérieur existe seulement dans la politique, pas dans les règles. C'est dans le jeu politique qu'on dit il faut être tous ensemble. Mais on pourrait tranquillement, pour les règles, le marché unique marche à majorité qualifiée. Mais on attend toujours le wagon le plus lent. Que ce soit, je ne veux pas faire d'exemple. Mais donc, je pense que c'est une erreur. Dans beaucoup de domaines, il faut dire on avance. Et si un pays n'est pas d'accord, il va arriver. Et je pense que là, on risque de faire prendre au piège du... Je peux vous raconter mon expérience. En faisant le tour d'Europe, j'ai rencontré tous les gouvernements chez eux. Et chaque gouvernement m'a raconté les limitations au marché unique que le gouvernement du pays voisin met en place. Personne ne m'a parlé de ses propres. Et je pourrais vous dire la liste des 27, chacun avec ses propres limitations du marché unique. Il est évident qu'il faut faire en sorte qu'on pousse, et on pousse avec une détermination qui est essentielle. Donc vous avez raison, la détermination est fondamentale, et dans beaucoup de cas, il faut aller, même si on n'est pas 27. On peut le faire avec les règles qu'on a aujourd'hui dans le système. Évidemment, toute autre chose dans la politique de défense. Vous avez là totalement raison. Comment mobiliser les ressources propres, je n'ai pas le temps ici d'entrer dans les détails, mais les pages 30-31 du rapport, que vous pouvez décharger soit du Conseil européen, du site du Conseil européen, soit de l'Institut Jacques Delors. Vous allez dans le site de l'Institut Jacques Delors et vous pouvez décharger le rapport. Et vous trouvez ça, tout ça écrit en anglais, vous trouvez ça en français dans le livre. Tout ça est possible avec, j'ai mis 4 différents instruments techniques qui peuvent devenir les mobilisateurs d'épargne privée, et le pont dont je vous parlais
J'ai tiré beaucoup d'inspiration des expériences françaises entre l'épargne et l'investissement. Le plan Juncker, de mon point de vue, était bon, beaucoup mieux de ce qu'on a pensé après. Donc je reprends quelques éléments du plan Juncker. Sûrement, je prends un élément essentiel. Il faut travailler sur des investissements qui mêlent public et privé. Seulement public ou seulement privé, ça a des limites. Donc il faut trouver la façon de mêler les choses. Et je termine sur l'élargissement parce que vous avez très bien fait à mettre le point sur la table. Dans le rapport, vous trouvez un petit chapitre sur l'élargissement. Je propose la création d'un Solidarity Enlargement Facility qui est essentiel de mon point de vue. C'est-à-dire l'élargissement doit être accompagné. On a fait plein de promesses. En vérité, il y a deux élargissements. Il y a l'élargissement au pays des Balkans et il y a l'élargissement à l'Ukraine. C'est deux choses totalement différentes. L'Ukraine joue dans un autre championnat, même un autre championnat par rapport à nos grands pays européens. Elle joue dans le championnat du Canada, de la Russie, du Brésil, dans l'agriculture, ça c'est clair. Donc il est évident qu'on ne peut pas traiter l'élargissement à l'Ukraine comme on traite l'élargissement à l'Albanie. Si vous parlez aux gens, je pense qu'elles pensent que l'Albanie est déjà membre de l'Union européenne. Je vous fais un petit exemple pour dire que l'entrée d'un pays comme l'Albanie ne va pas faire aucun problème quand l'Albanie sera prête. Je cite l'exemple de l'Albanie. Le sujet clé est d'éliminer tous les problèmes politiques que sur l'entrée des Balkans il y a. Évidemment, éliminer le droit de veto, ça c'est clair, parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait une politique étrangère capturée par le droit de veto de tous ces pays. Mais en même temps, sur l'Ukraine, qu'il faut continuer à aider, il faut considérer que c'est autre chose du point de vue des conséquences et il faut évidemment, avec tous les moyens qu'on a, mettre en place les possibilités d'accompagner tout ça de façon beaucoup plus attentive. Merci. Sur le principe, les amis, une question bonne est une question courte. Je reprends une série de trois. Donc Louis Vogel, Ronan Le Gleut et Marta de Cidrac. Oui, merci Monsieur le Président pour ces propos très clairs qui touchent un peu au moral, mais enfin il vaut mieux être conscient de ce qui arrive que de fermer les yeux. Je voudrais revenir, c'est une question qui a été évoquée par notre Président, sur l'articulation de la politique industrielle et la politique de concurrence. Il est sûr qu'en ce moment, on a doté tous les États membres d'opérateurs, d'autorités administratives indépendantes qui chacune, dans chacun des pays, contrôle les concentrations notamment, et qui chacune a tendance à raisonner par rapport à un marché national au lieu de raisonner par rapport à un marché européen, ou bien encore de raisonner encore mieux par rapport à un marché international. C'est beaucoup plus facile, et c'est évident que chaque autorité a tendance à développer la fonction qui est la sienne de contrôler, et donc on retiendra toujours ce qui permet de contrôler plus facilement. Ce qui aboutit chez nous, en Europe, au blocage d'opérations de concentration qui seraient très utiles pour la politique industrielle européenne. Parce qu'on aurait enfin, au lieu d'avoir des nains industriels, on aurait enfin des acteurs à la hauteur du marché mondial, qui est le marché qu'il faut considérer aujourd'hui. Le problème, c'est que ces autorités, elles sont indépendantes. Et elles tiennent à leur politique. Je sais bien qu'au-dessus d'un certain seuil, c'est la Commission européenne elle-même qui décide. Mais comment, concrètement, voilà ma question, comment concrètement comptez-vous faire pour que, le mieux, l'optimum, une politique industrielle européenne puisse l'emporter sur une politique de concurrence qui ferait obstacle et qui souvent sera une politique de concurrence nationale. Voilà. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous nous avez rappelé sur l'industrie de défense que 140 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine provenaient finalement de 80% de matériel américain. Et vous l'avez notamment justifié par la très forte fragmentation, en prenant l'exemple notamment du fait que nous produisions 15 types d'hélicoptères différents. Mais est-ce que la véritable cause n'est pas la fragmentation, mais l'absence d'autonomie stratégique? C'est-à-dire que finalement la garantie de sécurité américaine à travers l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord
pousse les États-Unis à exercer une pression sur un certain nombre d'États membres à acheter du matériel américain sur étagère en échange de cette protection de l'article 5. Ce que l'ancienne ministre des Armées, Florence Parly, avait résumé par cette formule choc, l'article 5 ne signifie pas l'article F-35. Je vous remercie. Merci, Président. Monsieur l'État, merci beaucoup pour le partage de vos réflexions et de ce rapport très étoffé. Moi, j'ai bien entendu que, bien évidemment, et vous l'avez rappelé, l'Europe a des intérêts à défendre, mais qu'il y a aussi une forme d'urgence d'agir, justement, pour défendre ses intérêts. Et donc, je reviendrai sur le volet auquel vous avez déjà répondu en partie, politique et stratégique de l'Europe. Donc, ma question est rapide et simple. En fait, qui est le bon vecteur pour porter cette mise en œuvre et l'efficacité attendue en fait des mesures que vous proposez, qui, quoi, comment en fait. Vous avez évoqué Stéphane Séjourné qui aurait une mission peut-être sur ces aspects-là. Voyez-vous un des grands États fondateurs porteurs peut-être aussi ou moteur sur ces sujets-là? Et puis autre petite question, quel avenir voyez-vous à votre rapport? A-t-il eu un bon accueil par les instances européennes? Y a-t-il déjà justement des hommes et des femmes politiques au sein de l'Union européenne ou de la Commission qui s'en soient saisis pour en faire un objet effectif et d'action? Je vous remercie. Merci. Monsieur Vogel, la question clé, de mon point de vue, est le fait que, et là, permettez-moi, mais je suis le boulanger qui vous dit que mon pain est bon. Il y a 6 mois, on aurait parlé différemment de tous ces sujets. Les 2 rapports ont fait changer un peu le niveau du débat. Et aujourd'hui, même au niveau de la Commission, on arrive à discuter et parler de concurrence de façon différente. Donc moi, je pense que cette discussion sur l'avenir et sur la nécessité de comprendre que la concurrence n'est pas entre nous, mais c'est avec les autres. C'est un sujet de plus en plus fort. Évidemment, tout ça va ensemble avec la défense du consommateur européen. On veut ni des oligopoles, ni des monopoles qui seraient une façon de ne pas nous défendre, nous, en tant que consommateurs. Moi, donc, je plaide beaucoup pour l'exemple, le modèle dont je vous ai parlé sur les télécoms. Comment faire en sorte que la dimension géographique soit une dimension européenne, de façon qu'à ce niveau-là, on puisse consolider et en même temps, on puisse créer une concurrence pour aider le consommateur. Je pense que si on arrive à travailler de plus en plus sur cette dimension européenne, on peut avoir une dimension de la concurrence et de politique industrielle. On a eu 5 ans, moi je salue le travail de Thierry Breton comme un très important travail au niveau européen. Il a ancré la politique industrielle comme quelque chose de très important. Et aujourd'hui, on en est là aussi grâce à l'héritage de ce travail. Le point que vous avez cité sur la question de l'autonomie stratégique a évidemment fait du sens. Et ce que Florence Parly dit, évidemment, a du sens. Mais je me permets de dire que ça n'explique pas les 140 milliards et le 80%. Le 80% est une question technique immédiate. C'est-à-dire, nous ne sommes pas en condition, à cause de notre fragmentation, parce que nos pays ne travaillent pas suffisamment ensemble, d'avoir la taille qui est nécessaire pour des investissements immédiats, pour ce qui est nécessaire de le faire aujourd'hui. Et donc, moi, je plaide pour que la chose soit faite en 2 temps. Il y a un temps immédiat qui est un temps politique. C'est-à-dire, il faudrait que les 7 Premier ministre ou ministre de la Défense de l'industrie des 7 pays qui ont l'industrie de la défense, parce qu'il n'y a pas 27 d'industries, il y en a 7, c'est plutôt simple, se mettent ensemble et disent, bon, maintenant on travaille entre nous.
en faisant venir à la table les 7, 10, 12 chefs des industries de défense nationale, en disant maintenant vous travaillez ensemble. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, plutôt que de travailler ensemble, nos pays travaillent avec d'autres. Et évidemment, ce n'est pas ça. Les choses sont en train de bouger, finalement. Donc moi, je salue le fait que les choses sont en train de bouger. Mais là, il y a un sujet immédiat, très important. Premier pas. Évidemment, deuxième pas, il faut des consolidations, il faut des projets communs. Évidemment, le fait qu'il y ait un commissaire, aujourd'hui, est très important. On va voir ce que ça va donner. Mais là aussi, l'héritage de Thierry Breton est important, parce qu'il a été aussi le premier commissaire qui a eu ces... Madame de Cidrac, sur la question du vecteur et de l'avenir du rapport. Je répète, si vous m'aviez demandé d'être ici au mois de mai, j'aurais jamais imaginé que la déclaration de Budapest du Conseil européen avait cité le rapport comme point central en citant, par exemple, la 5e liberté. Vous la trouvez, point 6 de la déclaration de Budapest. J'aurais jamais imaginé que 8 feuilles de route de 26 commissaires sur 27 et les références aux missions du rapport. J'aurais jamais imaginé ça. Donc là, je trouve ça plutôt positif ou plutôt important. Maintenant, il faut que tout ça devienne réalité, mais je trouve ça très important. Quels sont les acteurs ? Vous jouez un rôle très important, pour une raison très simple. Parce que, en vérité, je pense qu'il y a un jeu à jouer au niveau européen, donc avec les institutions européennes, de pression sur les institutions européennes, et les stakeholders européens jouent ce jeu très important, les parlementaires européens aussi, mais il y a un rôle fondamental des gouvernements nationaux. Et là, vous jouez un rôle essentiel. C'est-à-dire, moi, j'ai eu la possibilité d'avoir beaucoup d'auditions dans les parlements nationaux. Je suis en train de le faire. C'est compliqué pour moi de continuer ce tour d'Europe. Mais je le fais parce que je suis passionné de tout ça. Et je trouve, premièrement, que la question clé est au niveau national. Les pays européens, les grands pays européens jouent un rôle fondamental. Et évidemment, la France et l'Allemagne en premier. Et je vous dis franchement, de voir aujourd'hui les difficultés politiques en France et Allemagne me fait pleurer, parce que je vois tout de suite la conséquence sur l'Europe. Une situation française et allemande de blocage politique est une situation qui a tout de suite une conséquence négative sur l'Europe. Je pense donc que, évidemment, je n'ai aucune raison d'entrer dans le débat politique français, je ne le fais pas, mais je pense que votre rôle, le rôle des parlements nationaux, à pousser le gouvernement national à faire en sorte que dans ces sujets, on fasse des pas en avant, et que ces pas en avant soient pour récupérer souveraineté européenne. Et la souveraineté européenne est la seule qui peut nous donner aujourd'hui de la prospérité. Car, comme je vous disais auparavant, si on travaille seulement sur la souveraineté nationale, dans beaucoup de domaines, ça va faire jouir Wall Street, les Américains et les Chinois. Donc, pousser dans cette direction, ça veut dire des gouvernements qui soient proactifs là-dessus, et évidemment, surtout un couple franco-allemand qui marche bien. Pardon, je donne la parole à Daniel Grémillet et ensuite à Patrick Chauvet. Oui, merci Madame la Présidente. Merci pour ce questionnement très important pour nous en tant que parlementaires sur notre devenir européen et par là même de chaque État membre. Deux questions. La première concernant le domaine énergétique, vous l'avez cité. Comment expliquer, puisqu'il faut être bref, que l'énergie est au cœur de la compétitivité du monde industriel à travers le monde. Et aujourd'hui, chaque État membre a la liberté de son choix de mix énergétique. Et quand on voit le temps que la France a mis pour obtenir, dans le cadre de la taxonomie, ses choix stratégiques en matière énergétique, notamment en matière nucléaire,
on va payer très cher, et je prends l'exemple de l'industrie automobile, je crois qu'on va payer cash. On était les champions du monde au niveau européen sur la motorisation thermique. Aujourd'hui, on est en train de massacrer, et notre mobilité à travers nos territoires va être dépendante d'autres États. Et le sujet agricole, c'est la même chose. Traité de Rome, il disait, c'était après-guerre, lorsque l'Europe a été créée, paysans produisaient parce que l'Europe avait faim. Et on s'aperçoit que où est l'ambition agricole de l'Europe dans le contexte international. Et dans ce contexte international, ça va très loin. Quand vous allez dans les salons européens de l'alimentation, que ce soit en Allemagne, dans tous les pays de l'Union européenne, on s'aperçoit que tout doucement, la présence européenne est de plus en plus faible, avec une présence internationale et de pays qu'on n'attendait pas sur le sujet agricole, vraiment stratégique. Voilà mes deux questions, domaine énergétique et domaine agricole. Pour qu'il y ait vie, il faut que l'assiette soit pleine, et pour qu'il y ait vie, il faut aussi qu'il y ait de l'énergie. Patrick. Merci, Monsieur le Président, de votre présence. Je voudrais évoquer avec vous, et cela a été déjà évoqué sur l'élargissement, revenir sur le départ du Royaume-Uni. Et pouvez-vous nous dire les répercussions sur le fonctionnement du marché unique qu'a eu le départ de cette grande puissance économique? Et puis, comme vous avez fait le tour des pays européens, avez-vous ressenti de la part de certains États membres l'idée d'envisager une approche similaire? Merci. On prend Florence Blatrix-Contat. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'État, pour ces éléments éclairants de votre rapport. J'aurais peut-être 3 questions. Vous prenez un marché plus intégré afin d'avoir une taille pertinente avec finalement des champions européens qui pourraient faire des économies d'échelle. Mais est-ce que finalement ça n'implique pas une spécialisation industrielle au niveau européen avec peut-être des conséquences sociales, même si on sait très bien que ce sont des écosystèmes favorables en matière de recherche, en matière de compétences qui font la compétitivité de nos entreprises et que cela nous manque. Une deuxième question, vous insistez sur l'union de l'épargne et de l'investissement, la nécessité de mieux mobiliser l'épargne. Toutefois, de nombreux investissements, notamment en matière de transition écologique ou de la lutte contre les conséquences du changement climatique, montée des eaux, certaines infrastructures qui n'auront de rentabilité finalement qu'à très long terme. Donc, comment concilier la logique de marché avec ces besoins d'investissement et parfois d'investissement public à long terme? Et enfin, ma dernière question porte sur l'euro numérique. Nous avons commis avec mon collègue Pascal Alizard un rapport sur l'euro numérique. Pensez-vous qu'il puisse être un premier édifice finalement de notre souveraineté, de notre souveraineté financière, qu'il puisse y contribuer et à quelles conditions? Monsieur Grémillet, justement, vous mettez l'énergie dans notre débat. C'est ma faute de ne pas avoir suffisamment touché le sujet au début. Je vous dis ça parce que, effectivement, la question énergétique est centrale pour une raison très simple. C'est une des questions qui crée aux entreprises un problème de compétitivité énorme, le coût de l'énergie. Je vous cite un exemple pour être bref dans ma réponse et pour me faire bien comprendre. Dans le solaire, nous investissons comme pays européen, comme industrie européenne, en Europe, on investit deux fois ce que les Américains investissent. 2 fois. Le résultat de cet investissement est qu'on a un outcome, un retour, qui est 1 à 1 avec les États-Unis. C'est-à-dire notre investissement double donne une moitié par rapport à leur efficacité. Pourquoi? À cause du fait que le solaire a un investissement en Europe, surtout dans les pays où il y a moins de soleil, premier. Et deuxième, cet élément et cet aspect a une conséquence négative liée au fait qu'il y a un manque d'interconnexion entre nos pays. Donc il y a les frontières qui restent. Et ce petit exemple m'amène à dire que
le futur de l'énergie européenne, comme le traité le dit, est un futur dans lequel on ne va pas faire des choix exclusifs de sources énergétiques. Mais il faut rendre le mix un élément, et donc la mixité de sources, comme l'élément de force. Mais on peut faire ça seulement à travers les interconnexions. Je m'explique. On a des pays en Europe qui n'auront jamais le nucléaire. On a des pays qui auront toujours le nucléaire. Il y a des pays qui ont investi dans le vent, surtout au nord. Il y a des pays qui doivent investir dans le soleil. Il y a des pays qui vont investir dans l'hydroélectrique. On a toutes les sources énergétiques en Europe. Donc, il faut profiter de cette diversité, qui est positive, évidemment. On peut tirer avantage de tout ça. Mais pour faire tout ça, il faut qu'il y ait des interconnexions. Ces interconnexions, aujourd'hui, ne sont pas suffisantes. Donc, ce que je propose est un grand investissement sur les interconnexions pour faire en sorte que, donc, on puisse profiter chacun des sources énergétiques des autres. Et je pense que c'est la seule façon de pouvoir s'en sortir dans ce domaine si compliqué que ça. Sur l'agriculture, évidemment, l'agriculture ne fait pas partie, disons, techniquement du marché unique, mais je pense que vous avez raison, et c'est pour ça que j'ai parlé de Solidarity Enlargement Facility, parce que l'agriculture est le sujet le plus touché par l'élargissement de l'Ukraine. Donc, évidemment, un accompagnement est absolument nécessaire. Monsieur Chauvet, vous parliez de le Royaume-Uni. Moi, je pense que les répercussions ont été très négatives. Je le dis très franchement, surtout sur la question financière. C'est-à-dire, on avait lancé un projet, Londres aurait été une capitale financière qui nous aurait aidés tous, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, on a des conséquences négatives de tout ça. Je vous dis que dans mon tour, je n'ai pas vu aucun pays, je n'ai vu aucun pays avec l'envie de suivre le Royaume-Uni, même j'ai vu l'opposé, le contraire. Ce qui m'a beaucoup frappé positivement, parce que je veux vous donner aussi des messages positifs. J'ai été en Suède et je ne me suis pas permis de parler du sujet de l'entrée de la Suède dans l'euro, évidemment, parce que j'imaginais que c'était un sujet tabou. Et c'est eux qui m'ont parlé de ça, beaucoup de Suédois qui m'ont dit, en fait, nous avons une monnaie à nous-mêmes, mais c'est l'autonomie des 5 minutes. Et je me demandais qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie des 5 minutes. Et ils m'ont expliqué, c'est les 5 minutes qui passent, qui découlent du moment où la Banque centrale européenne annonce le changement de taux et le moment où le gouverneur de la Banque centrale nationale prend exactement la même décision. Donc, en fait, c'est une autonomie, disons, assez limitée dans le cas. Et le fait que la Suède soit en train de réfléchir à ce sujet, je pense, c'est quelque chose d'assez intéressant. Madame Blatrix-Contat, moi, je suis pour la création de champions européens pour une raison très simple, parce que le champion européen a 3 conséquences. La première, évidemment, d'être compétitif avec les Américains et les Chinois. La deuxième, de faire travailler les petites et moyennes entreprises. Il n'y a aucun champion européen qui tue l'environnement autour de lui. Le grand champion fait travailler les petits, et je pense que ça est très important. Évidemment, le troisième, vous l'avez cité très bien, les champions européens, c'est une garantie d'investissement en recherche, ce qui évidemment aujourd'hui est fondamental. Donc moi je pense que ça est central. Le mixte public-privé dans les investissements écologiques, il est fondamental de le faire avec une logique de règles publiques, évidemment, qu'il faut mettre. Et finalement, bravo pour avoir eu cette initiative d'un rapport sur l'euro numérique. Je vais le lire parce que je suis un grand fan de l'euro numérique. Dans le rapport, j'ai mis un chapitre sur ce sujet. Évidemment, tout ce que je vous disais auparavant sur la question des cartes de crédit américaines est lié aussi à ça. Il faut absolument développer l'euro numérique. Et je pense que cette idée de travailler sur l'euro numérique est très positive. Très bonne idée, Monsieur le Président, de lire les rapports du Sénat et de la Commission des Affaires européennes. Je pense que nous sommes assez inspirants sur certains sujets.
bien que peut-être serez-vous déçu sur la relation entre notre rapport et votre pensée, parce que je pense qu'il y a une petite distance. À toi. Oui, merci Jean-François. Pour ce qui sera normalement, je pense, la dernière salve de questions du côté de la délégation, Michel Masset. Michael Weber. Et Martine Berthet. Merci, Président. Merci pour tous ces éclairages et puis aussi d'avoir développé une vision. Je rejoins personnellement. Je ne manquerai pas non plus de lire votre ouvrage. Alors, je dirais maintenant presque défendu, puisqu'il y a eu tellement de questions que finalement, j'ai peut-être plus beaucoup d'espace, mais quand même, vous avez parlé de la nécessité effectivement de travailler, de construire ensemble, et ce dans un délai contraint. Alors que, en même temps, on pourrait sentir aussi de la part de certains pays, certaines régions, une volonté de revenir sur elles-mêmes. Donc, quels outils, quels moyens avez-vous imaginé pour défendre cet intérêt général et cette nécessité en même temps? Quel avenir aussi pour nos PME? Est-ce que votre vision, elle passe par des groupes beaucoup plus puissants et beaucoup plus importants, avec des fois qu'un lieu ou deux de production? Donc, quelle place aussi pour nos PME demain? Et quelle organisation autour des fédérations notamment ou des chambres consulaires? Oui, merci Monsieur le Président pour ces échanges très intéressants. Vous évoquez dans votre rapport la 5e liberté pour la recherche, l'innovation et les compétences. Les 4 libertés actuelles du marché ont néanmoins pour point commun d'être des libertés que l'on peut qualifier de négatives. C'est le fait de ne pas entraver la circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Ce que vous proposez est un peu différent. L'Union des savoirs demande, me semble-t-il, que les institutions européennes prennent une part active dans la création d'un réseau d'universités par une harmonisation des systèmes universitaires européens ou encore pour créer une plateforme européenne pour la recherche. Cette liberté n'exige-t-elle pas également que les États membres restent souverains sur les questions d'éducation et de recherche déléguées à l'UE et délèguent à l'UE cette prérogative? Et ne risque-t-elle pas, en effet, d'être limitée par le fait qu'elle n'a pas compétence dans l'éducation et qu'elle n'a qu'une compétence partagée dans la recherche et l'enseignement supérieur? Et puis, je voulais aussi vous entendre sur les potentiels, l'analyse que vous portez entre le rapport que vous proposez et celui de Mario Draghi. Est-ce qu'il y a des divergences, des différences? Et si oui, est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes? Merci. Oui, merci Monsieur l'État pour votre présence parmi nous ce matin. J'aimerais vous poser 2 questions, revenir sur le sujet de l'énergie. Donc la première question concerne le marché unique. Quel avenir voyez-vous quand on le regarde, ce qui s'est passé à la suite de la guerre en Ukraine et de la flambée des prix pour nos entreprises et nos particuliers français, alors que nous produisions dans le même temps une énergie d'origine nucléaire très peu chère? Comment voyez-vous la suite pour ce marché européen? Quelles adaptations vous semblent les plus pertinentes? Et ma deuxième question porte sur la protection à nos frontières européennes. Pensez-vous qu'elle soit pertinente? Comment la mettre en œuvre par rapport à nos entreprises hyper-électro-intensives qui ne sont pas du tout compétitives vis-à-vis des entreprises américaines et chinoises à cause justement de ce prix de l'énergie qui est plus cher en Europe pour elles? Je vous remercie. Merci, Monsieur Masset. Moi, je vous invite à réfléchir sur le chapitre dont je vous ai parlé auparavant, sur la liberté de rester. Moi, j'insiste beaucoup sur ce point. Je vous invite à le lire, à en discuter ensemble. Je suis souvent en France pour parler de tout ça, et parce que je pense que la liberté de rester, c'est une façon de donner force, importance à nos territoires, dans un moment dans lequel on est obligé, par cette mondialisation, à mettre ensemble quelques-uns de nos actions pour la compétitivité, mais il y a la possibilité de tenir les 2 choses ensemble. Donc il y a là toute une série de choses qui sont liées aussi au rôle des PME
Et je viens de citer sur la question des PME, la question du droit des affaires, par exemple, d'une potentielle idée pour les aider. Donc il y a plein de ces idées, de ces initiatives. Je plaide beaucoup dans cette direction dans le rapport. La cinquième liberté, évidemment, ce que M. Weber est vrai, il y a un sujet dans les traités de souveraineté nationale sur le côté éducation. Mais je pense qu'en même temps, on peut mettre ensemble sans aller contre les traités. Mettre ensemble, ça veut dire que, je le vois aussi pour mon travail universitaire, parallèle à tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, pour battre nos concurrents américains ou asiatiques, il faut évidemment avoir une dimension différente de nos investissements en recherche et université. On ne peut que le faire tous ensemble. Ce projet qui avait été lancé par le président de la République française des universités européennes, aujourd'hui est un projet qui existe physiquement au niveau européen, mais il faut multiplier l'investissement. Ce n'est pas suffisant ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc c'est une piste potentielle. Donc là aussi, très pragmatiquement, ce que je propose, c'est de mettre ensemble de façon très fonctionnelle, sans que ce soit la façon de remettre en cause tout le reste. Et la relation avec le rapport Draghi est une relation... Les rapports ont beaucoup de parallélisme. Ils sont différents, évidemment. Mon rapport est plus ciblé marché unique, le sien est plus général, mais il y a beaucoup de relations entre eux. On s'est parlé beaucoup de fois, évidemment, dans le travail qu'on a fait. Et sur la question de la flambée des prix de l'énergie et de la protection de nos entreprises, ça me donne la possibilité de toucher un sujet que dont M. Rapin avait parlé, et M. Rittmann du même, dans leurs interventions, qui est le sujet de la question des aides d'État. Parce que, évidemment, la question des aides d'État aux entreprises sur l'énergie est absolument compréhensible dans une situation complexe comme celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le point essentiel est le suivant, et je le dis en parlant à un pays, la France, qui évidemment a une tradition de politique industrielle importante. Mais il faut comprendre, il faut savoir que dans les dernières 3 années, le 50% d'aides d'État ont été mises en place et employées par l'Allemagne, un seul pays. Donc il est évident que la question aide d'État est une question sur laquelle il faut un pilotage européen. Pour une raison très simple. Si un pays fait des aides d'État, les autres pays, surtout aux frontières, vont avoir des conséquences négatives. Donc ma proposition de mettre un 10%, c'est une proposition simplement de dire on aide aussi ceux qui sont aux frontières. C'est ce qui est nécessaire pour éviter les conséquences négatives pour ceux qui ne font pas des aides d'État par rapport à ceux qui ont des aides d'État. Et c'est la possibilité de le faire ensemble. Donc une protection aux frontières qui doit être faite ensemble. Et dans la question précise de l'énergie, évidemment, je pense que la question de voir comment cette montée en puissance d'un système d'interconnexion puisse donner la possibilité à nos entreprises d'employer l'énergie qui vient d'autres pays. Ça, c'est la question que je trouve essentielle et clé. Évidemment, c'est une question fondamentale pour la France, vendre de l'énergie, question fondamentale pour d'autres pays, l'Italie, acheter de l'énergie ou d'autres. Et je pense que c'est un sujet sur lequel le manque d'interconnexion a un prix énorme. Et ce que vous venez de citer, Madame, a absolument la conséquence négative en termes de compétitivité. Je tiens vraiment à vous remercier pour cet échange. Pour moi, c'est un... Monsieur le Président, on avait dit que c'était la dernière salve de questions, mais une grande sollicitude vis-à-vis de mon ami Dominique Delège qui a levé la main et qui voudrait aussi poser une question. Donc, merci Dominique. Merci de votre indulgence, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'État, de nous consacrer autant de temps. Nous sommes 3 dans cette salle à avoir présenté récemment un rapport devant la Commission européenne. Je veux citer mon collègue François Bonneau et Gisèle Jourda
sur EDIP et vous avez évoqué la politique européenne de défense. Sans prolonger trop longtemps ce débat, il y a deux questions qui me semblent devoir être abordées. La première qui est une question politico-juridique, puisque formellement, l'Union n'a pas de compétences en matière de défense et pour autant, nous sommes bien convaincus qu'il y a une nécessité de coopérer dans ce domaine pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Et dans vos propos, vous faisiez remarquer à juste titre que 7 pays simplement ont véritablement une BITD. Et donc notre question, ou ma question, c'est de dire oui, il faut coopérer en matière de défense, mais quel est le bon niveau de cette coopération? Est-ce que c'est la Commission ou est-ce que c'est le Conseil? Parce qu'on ne peut pas considérer que les armes soient un bien de consommation courante, si je peux ainsi m'exprimer. À un moment donné, elles sont destinées à être fournies à des armées, et ces armées sont sous l'autorité et la compétence des États, qui restent compétents dans ce domaine. Donc comment articuler cette nécessité de coopération en matière de défense tout en respectant le fait qu'aujourd'hui, la défense est d'une compétence nationale? Merci. Il est évident que les deux institutions européennes doivent coopérer. Il y a des activités aussi en termes de financement qui, ça va de soi, ont besoin d'un rôle de la Commission, mais vous avez totalement raison. Les traités donnent aux gouvernements nationaux un rôle central. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit au début que beaucoup de solutions doivent être trouvées entre la coopération entre gouvernements. Donc moi je pense que le Conseil doit avoir un rôle fondamental et j'espère que le Conseil va employer ce rôle. Je suis assez optimiste sur l'année prochaine, car je vois que l'année va commencer avec la présidence tournante du Conseil des ministres par un pays, la Pologne, qui est très sollicité et mobilisé sur ce sujet. Et pour beaucoup de sujets, moi je pense que le premier semestre de l'année prochaine peut être un semestre important au niveau européen. La Pologne est un grand pays européen, un pays qui aujourd'hui veut jouer un rôle de leadership. Il peut le faire avec cette occasion du semestre. Donc moi, je porte beaucoup d'attentes dans ce sujet et j'espère que ces attentes soient bien, disons, satisfaites. Et je veux conclure en vous remerciant parce que ces échanges pour moi sont précieux aussi pour tester les réactions à mon rapport. Le rapport est un rapport de 150 pages, donc il est aussi très bon si vous souffrez d'insomnie. Hein. Je peux vous suggérer les pages qui sont les plus importantes, les plus efficaces dans ce sujet. Mais pour moi, c'est très important de voir comment le rapport est perçu, lu, et aussi d'ajuster le discours quand je vois que les choses que j'ai écrites ne vont pas dans la direction que j'avais en tête quand je les ai écrites. Un rapport a fait du sens s'il vit concrètement dans la vie des gens. C'est ce que je suis en train de faire avec mon périple autour de l'Europe et dans le cas de la France, autour de la France. Merci, Monsieur le Président. Au nom des trois présidents, des trois commissions, enfin des deux commissions et délégations, je vous remercie d'avoir répondu d'abord positivement à notre demande, parce que je sais que pour vous, c'est compliqué, vous êtes très demandé. C'est d'ailleurs aussi le cas de M. Draghi, qui nous avions demandé le même type d'audition, mais qui n'a pas pu y répondre positivement et qui préfère faire une audition groupée des différentes commissions à l'échelle des 27. Mais je crois qu'au-delà de l'intérêt que vous avez porté à cette audition vous-même, nous avons un grand intérêt à vous entendre parce que c'est important d'avoir ces points de vue avec une certaine hauteur, disons-le, très large en termes de points de vue parce que vous balayez beaucoup de sujets liés au marché unique. Et pour nous, c'est vraiment ce rapport est une référence pour nos travaux futurs, bien sûr. Didier Marie a parlé d'élargissement. C'est un sujet qu'on évoque souvent dans des conditions qui sont différentes et variées parce qu'ici, vous avez toute la représentation politique
presque toute la représentation politique de l'échelle nationale. Mais en tout cas, un grand merci à vous. Et merci pour votre pragmatisme, me dit la présidente Estrosi Sassone.